et si la mobilité sociale n'était pas ce que l'on pense. Donc, chiffre encourageant, je le disais à l'instant, 64% des Français des salariés français disent qu'ils ont connu cette progression sociale. En même temps, vous avez ce rapport de l'OCDE datant certes de 2019 qui dit que la mobilité sociale a marqué le pas et il montre qu'il faudra au moins 5 générations en moyenne dans les pays de l'OCDE pour que les enfants de familles modestes participent justement à cette ascension sociale. Alors pour en parler, ça sera un peu, je le disais, la preuve par l'exemple. Maya Attic, directrice générale de la Fédération bancaire française, Sophie Boissard, directrice générale de Corian, Jacques Ressel, directeur général de la Fédération commerce et distribution, et puis sociologue, anthropologue, directrice de recherche au CNRS pour faire un petit peu le contrepoids, Monique Dagneau. Je vais peut-être, d'abord je vous salue, bonjour à tous, merci d'être là pour cette table ronde. Je vais peut-être commencer par vous parce qu'on a beaucoup parlé évidemment des EHPAD avec vous. Sophie Corian, vous êtes directrice générale de Corian, le leader dans les EHPAD. Les services de santé, on sait que c'est un formidable ascenseur social et en même temps, on a vu qu'il y avait des problèmes de formation, des problèmes de salaire. Expliquez-nous ce que vous faites en termes de mobilité sociale. Bonjour Edwige Chevrillon, bonjour à tous. Alors, Corian, ça ne sont pas d'ailleurs que des maisons de retraite, mais c'est aussi des cliniques, des réseaux de soins à domicile. Donc, beaucoup de métiers en fait de la santé qui participent à l'accompagnement des patients, notamment des patients âgés au quotidien. 23 000 salariés, essentiellement des femmes, 70% de soignantes. Et moi, j'ai une conviction très forte, j'en ai fait vraiment le cœur du projet d'entreprise, qui est que nous devons en tant qu'entreprise d'accompagner le développement professionnel de salariés. Et donc, un engagement, 10% de nos salariés sont engagés dans des formations diplômantes. Alors, ça peut être un médecin qui va aller s'engager dans un diplôme universitaire de spécialisation. Ça peut être un agent de service qui s'engage dans un parcours pour devenir aide-soignant diplômé d'État, ce qui est le premier niveau. Ça peut être aussi des aides-soignants qui souhaitent aller vers les métiers de l'animation. Donc, on essaie vraiment d'organiser des mobilités qui sont à la fois des mobilités choisies pour les salariés dans différentes manières d'exercer le métier de soignant qui correspondent toujours à une vocation et puis qui sont aussi des parcours d'ascension au sens où on peut accéder à des emplois d'encadrement, de proximité, de réseau. Et d'ailleurs, 50% de nos directeurs de sites sont issus de la promotion interne. Donc, ont commencé pour la plupart comme infirmiers, ensuite sont devenus cadres infirmiers. Et puis ensuite, on fait en général un master de management pour prendre la direction d'une clinique ou d'une maison de retraite ou d'un réseau de soins à domicile. Et moi, je crois vraiment très profondément que c'est le rôle et aussi l'intérêt bien compris d'une entreprise aujourd'hui que de permettre à ses collaborateurs, de s'inscrire dans la durée dans un parcours de vie et un parcours professionnel et que c'est aussi une manière de fidéliser avec des vrais projets professionnels tout au long d'une carrière. On pourra revenir après sur ce que je pense on peut améliorer dans notre organisation en France pour ouvrir largement les chakras et permettre à ces parcours de se construire. Mais en tout cas, ça marche. Et c'est aussi une manière de créer un compagnonnage entre les jeunes qui arrivent chez nous de plus en plus en alternance et puis les plus aguerris qui les accompagnent en étant maîtres de stage et en se projetant eux-mêmes dans un développement de parcours dans l'entreprise. Il faut avoir un diplôme d'État, Sophie Boissard, peut-être pour travailler en tant qu'infirmière, en tant qu'aide-soignante. Comment est-ce que vous faites pour allier la formation que vous donnez aux personnes qui sont chez vous et en même temps, il faut une validation? Oui, vous avez exactement mis le doigt sur le sujet principal. Nos métiers sont des métiers par construction de responsabilité et donc qui sont astreints à un diplôme d'État. C'est vrai pour les aides-soignants, c'est vrai pour les infirmiers, c'est vrai pour les kinés, c'est vrai bien sûr pour les médecins. Bref, c'est vrai pour en gros 1,2 million de professionnels de santé diplômés d'État en France. Qui dit diplôme d'État dit en général école publique, dit quota, et dit procédure de dispensation du diplôme entre les mains d'une autorité publique.
D'accord. Alors, vous me direz, c'est normal pour un professionnel de santé. Les Anglais, par exemple, font très différemment. Ils ont défini les contenus de diplôme et ils ont finalement autorisé un certain nombre d'organismes de certification à attester que les compétences professionnelles sont là pour, en particulier, des aides-soignants ou même pour des infirmiers. Et aujourd'hui, effectivement, pour être très clair, la difficulté majeure à laquelle je me heurte, c'est les contingents de diplômes. Je vous donne juste un exemple sur l'Occitanie et c'est tout, c'est maintenant. Il y a 25 000 jeunes qui ont fait une demande sur Parcoursup pour s'inscrire dans un parcours d'infirmier. 25 000 jeunes. Vous savez combien il y a de places dans les instituts de formation infirmiers en Occitanie? 2500. Ah oui, d'accord. Oui. Donc effectivement, il y a un petit problème de contingentement. Aujourd'hui, qui va avoir le droit de s'inscrire dans un parcours d'infirmier en Occitanie, alors que le nombre de professionnels de santé à l'horizon 2030 va devoir doubler en France quand on regarde simplement la démographie et les besoins épidémiologiques. Oui. Donc on voit qu'il y a la difficulté. Le contingent de diplôme, il est absurde pour les jeunes et il est aussi absurde pour les plus avancés en âge, puisqu'aujourd'hui, quand une infirmière me dit je voudrais devenir infirmière de pratique avancée, c'est-à-dire en fait pour accompagner en particulier des patients chroniques et jouer un rôle d'éducation thérapeutique, donc en relais du médecin. C'est une formation qui existe, c'est un diplôme qui existe. Il y a quelques dizaines de places aujourd'hui ouvertes dans les différents instituts de formation infirmiers parce que c'est contingenté. Et tout est comme ça. Jusqu'à l'année dernière, il y avait 500 places d'alternants aides-soignants dans les différents instituts de formation en France. On a besoin de 50 000 aides-soignants par an, 500 alternants. C'est absurde. Et l'alternance, c'est pourtant la meilleure manière de pouvoir étudier en ayant un contrat et en ayant par ailleurs un salaire et une rémunération. Donc mon message, il est ouvrir, ouvrir, ouvrir. Ça ne peut que nous servir tous et justement déverrouiller ce sentiment que l'ascenseur social est bloqué. Et on va retrouver, à mon avis, ce genre de témoignage aussi avec les autres intervenants de la table ronde. Peut-être, on va faire un petit pas de côté avec Monique Dagneau, qui est directrice de recherche au CNRS, qui a beaucoup travaillé sur les élites depuis très, très longtemps. Bonjour, Monique Dagneau. Il y a peut-être d'abord la question... C'est quoi la mobilité sociale? Parce que là, Sophie Boissard de Korian, on est au sein de l'entreprise, ici on est au MEDEF. Vous avez travaillé sur la mobilité sociale, sur les élites françaises, mais sur l'ensemble des Français. Tout à fait. Alors, si vous voulez, c'est vrai que les sociologues peut-être devraient davantage visiter les entreprises parce que pour un sociologue, la mobilité sociale, c'est vraiment vu à travers les trajectoires familiales. Et ce qui est beaucoup analysé, c'est effectivement quelle profession vous occupez par rapport à vos parents. Alors, parce que, si vous voulez, la mobilité sociale, il y a une dimension fluidité sociale, et si la société se ressent comme fluide avec des opportunités, c'est vrai que la question de la cohésion sociale est très en jeu à ce moment-là. Du coup, ce que je voulais dire, c'est que la société française, elle est assez caractéristique sur ces sujets. Il y a finalement quand même pas mal de fluidité sociale, en réalité, parce que alors le chiffre que vous avez cité et qui renvoie à l'étude est de 64% de personnes qui pensent qu'elles ont une situation meilleure que leurs parents. Je pense que c'est beaucoup plus élevé que ce que montrent les études où on compare la profession des parents et la profession des jeunes. En France, c'est 40% si on prend sur les nouvelles générations. Donc, c'est quand même beaucoup relativement à d'autres sociétés européennes, par exemple les sociétés du Sud. La société française est plutôt une société de mobilité comparable à l'Allemagne ou à la Grande-Bretagne. Donc, mais c'est pas 64%. En tout cas, quand on regarde concrètement, objectivement, ce qui se passe. D'accord. Ce qu'il y a, c'est qu'en France, c'est qu'il y a certainement aux deux extrémités du spectre social, du côté des élites et du côté des plus pauvres, des plus démunis, beaucoup de rigidité. Et c'est plutôt cela qu'il faut observer et qui, sans doute, donne le sentiment que l'ascenseur social est bloqué.
C'est certainement ça, mais la société française, et elle dépend évidemment, cette mobilité est complètement corrélée à l'activité économique, à la bonne santé économique, à la progression d'entreprise. Monique Dagneau, vous avez raison, je pense que c'est le mot rigidité qui est un mot important. On a bien vu, c'est ce qu'expliquait à l'instant Sophie Boissard de Corian en disant il y a des rigidités qui bloquent cette mobilité sociale. Ce que je vous propose, c'est qu'on va continuer le tour de table et puis après, on essaiera de faire un débat, même si c'est en distanciel. Jacques Ressel, vous êtes donc dans la grande distribution. Là aussi, le commerce et la grande distribution est souvent considéré comme un formidable ascenseur social. Est-ce que vous pouvez expliquer, ce que vous faites, et peut-être d'abord le constat, et si vous avez aussi des rigidités, des freins à cette mobilité sociale? Bonjour à tous. Effectivement, nous sommes un formidable ascenseur social. Et d'ailleurs, la promotion interne fait partie des sujets que nous suivons de manière permanente, à la fois au niveau de la branche et au niveau des entreprises. Je prends juste 2-3 illustrations. La première, c'est que nous avons à peu près un tiers de nos directeurs de supermarchés qui ont commencé comme employés, c'est-à-dire qui ont franchi 2 ou 3 niveaux hiérarchiques pour devenir directeur du supermarché, avec même parmi ceux-là, en plus, 30% qui ont commencé agent de maîtrise. Donc en fait, on est à des niveaux de promotion extrêmement élevés. Deuxième illustration, c'est que chaque année dans notre secteur, on a à peu près 15 000 changements de niveau de classification, ce qui est là aussi très important. Et pour prendre un exemple très concret, par exemple, de ce qui se passe dans une entreprise, le premier employeur privé français, qui est Carrefour, eh bien, vous avez en 2020 68% des nouveaux directeurs et 32% des directeurs seniors qui sont issus de la promotion interne. Donc, on a des chiffres absolument exceptionnels et qui, en plus, sont en hausse globalement. Alors, ceci est issu assez largement d'un effort collectif, notamment au niveau de la formation. Je rejoins ce que disait Sophie tout à l'heure. C'est naturellement un sujet totalement majeur. Quand on prend, par exemple, l'alternance, nous avons eu cette année, en 2020, de l'ordre de 26 000 alternants, en très forte progression. Ouais. Sur ces 26 000 alternants, il y a à peu près 40% qui sont des salariés qui n'avaient pas de qualification ou une qualification de niveau CAP. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qui permet de progresser avec tous les éléments, les CQP, toute une série d'éléments de ce type-là. Et on en a même fait un élément de dialogue social, puisque nous avons conclu des accords pour que, par exemple, les CLEA, qui sont des certificats de vérification d'aptitude sur un certain nombre de sujets, notamment y compris sur le numérique, les CLEA numériques, soient obligatoirement proposés à tous les alternants non diplômés. Ça fait partie d'un accord social que nous avons signé. Et même nous avons créé, je crois qu'on est la seule branche, un droit opposable au bénéfice des salariés qui sont peu qualifiés, de façon à utiliser leur CPF avec un abondement de l'employeur, justement dans le cadre des CLEA. Donc c'est vraiment une stratégie globale. Non seulement on est depuis toujours l'exemple même de l'ascenseur, mais on essaie d'aller au-delà. Et puis on continue, puisque dans les jours qui viennent, la semaine prochaine, on va lancer un portail absolument extraordinaire avec nos partenaires sociaux et avec l'État, dans le cadre d'un EDEC qu'on a signé ensemble, qui va s'appeler Horizon Commerce, dans lequel il va y avoir pour tous les salariés, pour tous les candidats, mais aussi pour toutes les enseignes, à la fois tous les postes disponibles en France, des analyses de compétences, des capacités à changer à travers ces analyses de compétences de type de métier. On définit une centaine de métiers, on regarde ce qu'il en est. Et moi, un de mes sujets majeurs pour la suite, c'est que naturellement, nous sommes un secteur qui, dans les années qui viennent, va enregistrer une transformation d'emplois absolument gigantesque. Il y aura sans doute moins d'emplois dans les caisses, moins d'emplois dans les entrepôts avec de l'automatisation. Et il y a des secteurs comme celui notamment de tous les services à la personne, où il y a des besoins importants, avec nous, de notre côté, des salariés, comme par exemple nos hôtesses de caisse, qui ont des compétences identiques. Et le sujet, c'est aujourd'hui de faire des passerelles entre secteurs. C'est pour moi un sujet complètement majeur. C'est un objectif qui doit être un objectif national. J'ai beaucoup de questions par rapport à ce que vous avez dit, Jacques Ressel. Je voudrais d'abord peut-être revenir un instant vers Monique Dagneau, parce qu'on voit bien que ce soit chez Corian, dans la grande distribution, c'est des emplois qui sont au départ
quand même moins qualifiés. Et justement, tout l'apport de l'action chez Korian ou à la FCD, c'est de former les gens. Cela dit, la mobilité sociale, est-ce que ça ne concerne que des gens sans formation ou est-ce que c'est aussi un problème chez l'école blanc? Monique Dagneau. C'est un problème chez l'école blanc, bien évidemment. Toute personne qui est dans une entreprise, même à la limite, quelque niveau soit-elle, aspire à pouvoir progresser, avoir un meilleur salaire, avoir d'autres fonctions éventuellement plus intéressantes. Donc je dirais que c'est une donnée des sociétés contemporaines et que tout ceci est lié beaucoup à la formation et à la formation que les entreprises peuvent organiser. Et les exemples que vous donnez sont évidemment très éloquents. Ouais. Pourquoi il y a une vision aussi je dirais pessimiste, relativement pessimiste, qui a été signalée tout à l'heure, c'est que à côté de cela, vous avez d'un côté, par exemple, je vais prendre que deux aspects. La fameuse étude sur les personnes qui ne s'en sortent pas et ne peuvent atteindre le niveau moyen de salaire qu'après 4 ou 5 générations, en fait, elle porte vraiment sur les personnes les plus complètement démunies de diplôme, pour une part en partie désocialisées. Et ces personnes-là, qui sont souvent pas dans des entreprises ou que de façon précaire, elles ne travaillent que de façon précaire. En fait, elles vont pas sortir de elles vont mettre beaucoup de temps. Ça, c'est Et de l'autre côté, vous avez des élites. Si vous prenez les grandes écoles, alors c'est le débat éternel sur lequel effectivement j'ai beaucoup écrit. Il y a aussi ce sentiment que ces écoles, elles sont réservées de toute façon à des enfants de personnes déjà diplômées et ayant de bonnes conditions sociales. Donc ces deux points expliquent le sentiment pessimiste. Oui. Alors, Maya Attig, bonjour, vous êtes directrice générale de la Fédération bancaire française. On sait, les banques, alors c'est peut-être plutôt des cols blancs, c'est pour ça que je faisais un petit aller-retour vers Monique Dagneau, notre sociologue autour de cette table ronde. Mais en même temps, la mobilité sociale, c'est quelque chose qui joue et qui est très actif, en tous les cas, au sein des banques françaises, non ? Oui, c'est très important. On le sait parfois moins, mais en réalité, c'est quelque chose qui est très ancré dans la culture et dans le pacte social de la banque. Et notamment dans la grande phase de bancarisation de l'ensemble de la société française, après-guerre, peut-être même un peu avant. Finalement, pour aller bancariser tout le monde, il fallait coller à la société. Et aujourd'hui encore, le secteur bancaire, c'est un secteur qui touche toute la société. Donc, dans une agence bancaire, vous avez le reflet de cette société. Et ça s'oppose complètement à l'image d'Épinal du banquier, fils de banquier, petit-fils de banquier, etc., etc. On est vraiment aux antipodes de ça quand on regarde la réalité. Je vais vous donner un élément très simple. Il y a à peu près 360 000 salariés dans la banque, dont 68% de cadres. 68%. Bon, oui. Statistiquement, ils ne sont pas tous fils de cadre, petits-fils de cadre, etc. Ils viennent de tous les milieux sociaux. Et cette part de cadre qui a très fortement augmenté depuis une dizaine d'années, elle a gagné 13 points depuis 2013, eh bien, cette part de cadre, elle s'est faite beaucoup par la promotion interne, la promotion sociale. Aujourd'hui, un salarié sur 10 de moins de 30 ans ou moins de 40 ans dans la banque a une promotion dans l'année, 1 sur 10. C'est absolument considérable et je me réfère à ce qu'a dit Jacques également. Ce sont des secteurs dans lesquels les promotions sont très importantes, la formation est très importante, quasiment 5% de la masse salariale, avec des cursus de carrière et une véritable volonté d'anticiper les transformations. Et donc, au cœur de ce pacte social, il y a cette idée de permettre une carrière avec de nombreuses mobilités tout au long de la vie. Voilà comment ça fonctionne. C'est intéressant ce que vous avez dit sur la promotion. Je vais poser la question, comment ça se passe aussi, avec quelle rapidité chez Korian ou dans la grande distribution? Vous venez de dire, Maya Attig, donc une personne sur 10 a une promotion au sein de l'année, au cours de l'année. On a vu dans l'étude Kantar que ça, c'était presque le premier facteur de mobilité sociale. Sophie
Sophie Boissard ou peut-être Jacques Ressel. Je ne sais pas qui répond en premier. Ça se passe comment chez vous? La promotion, c'est une fois par an? Qui répond? Sophie Boissard? Ah, petit problème technique. Oui, il faut peut-être allumer votre micro, peut-être. Pardon, mais ce sera mieux. Excusez-moi. Voilà, c'est plus facile. Merci Edwige. Très clairement, chez nous, la promotion, elle est liée à l'évolution des postes, des responsabilités. Donc, elle se fait soit en acquérant un niveau de qualification, une spécialité supplémentaire dans des équipes dans lesquelles les postes sont très normés, soit en changeant d'établissement. En passant par exemple d'une clinique qui ne fait pas de soins ambulatoires à une clinique qui a un hôpital de jour, et donc en prenant des responsabilités au sein de cet hôpital de jour. Donc très clairement, les promotions chez nous sont liées soit à une extension des responsabilités managériales ou d'encadrement de stagiaires ou à la nature de l'activité. Ouais. Jacques Ressel, dans la distribution. Même réponse de notre côté. Comme je le disais tout à l'heure, ça représente plus de 15 000 changements de statut, de niveau de classification chaque année, c'est-à-dire à peu près 3 à 4% du total. Et ceci ne comprend pas les promotions à un niveau de classification égal, puisque ça peut naturellement exister. Il y a des responsabilités différentes qui peuvent se faire quand vous êtes agent de maîtrise ou cadre, par exemple. Oui. Alors, et je vous reposerai la même question après, mais Maya Attig, on a vu dans l'étude Kantar que pour les Français, les salariés français, qui dit ascenseur social, en fait, dit augmentation de salaire, du moins pour 70% d'entre eux. C'est vraiment le premier facteur. Est-ce que c'est quelque chose qui est aujourd'hui qu'on peut entendre lorsqu'on dirige la Fédération bancaire française ? Oui, je pense que ça va avec l'idée de niveau de vie supérieur, je dirais de meilleur confort. Donc oui, c'est logique. Je trouve encore plus logique l'idée de la promotion sociale par le gain de responsabilité au sein de l'entreprise, parce que ça va aussi avec finalement une forme de statut. Voilà. Donc les deux me paraissent tout à fait logiques. Et puis le confort aussi, c'est financer parfois les études de ses enfants, ne pas être bloqué dans le financement des études de ses enfants. Je vais vous donner un élément. Aujourd'hui, les bacs plus 5, comme vous le savez, ça a augmenté de 75% depuis une quinzaine d'années. Les effectifs en bac plus 5 ont augmenté. Bon, les moyens pour financer ces études, il faut qu'ils augmentent en ligne. Donc, il y a des moyens publics, il y a les jobs étudiants, il y a l'apprentissage qui est un moyen très important de financer les études. Madame Dagneau parlait tout à l'heure des grandes écoles. Ce qu'il faut savoir, d'après une étude de la Conférence des grandes écoles, la part des élèves fils d'ouvriers ou fils d'employés parmi ceux des grandes écoles qui font des parcours en alternance est beaucoup plus forte. 2 fois plus de fils d'ouvriers, 40% de fils d'employés ou de filles d'employés de plus. Et donc, c'est aussi un moyen, finalement, de solvabiliser ces études et d'acquérir les codes plus vite, d'acquérir les codes de l'entreprise beaucoup plus vite. Et donc, de capitaliser sur son diplôme beaucoup plus rapidement, de s'insérer dans la vie active et d'avoir quasiment, dès l'entrée dans la vie active, des conditions de vie beaucoup plus favorables que celles de ses parents. Voilà, qu'on a des accélérateurs par le biais de ces dispositifs dans l'enseignement supérieur. Monique Dagneau, vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Maya Attig ? Oh, mais qu'il y ait des efforts effectués par les entreprises ou même par ces fameuses grandes écoles pour les ouvrir socialement davantage, c'est sûr. En même temps, les résultats sont quand même extrêmement ténus. Parce que les fils d'ouvriers aujourd'hui, c'est pour les grandes écoles, c'est moins de 10% des étudiants. Alors, mais c'est un sujet récurrent. Et c'est aussi une préoccupation de tout le monde parce que effectivement, c'est un des éléments qui donne le sentiment que dans le haut de l'échelle sociale, les choses sont bloquées et réservées effectivement aux enfants des classes moyennes supérieures et aux enfants des personnes qui sont déjà dotées de bons diplômes. Sophie Boissard, est-ce que vous qui avez fait des bonnes études, est-ce que c'est effectivement, là, c'est pas un point charnière que vient de soulever Maya Attig et Monique Dagneau ?
Écoutez, je pense qu'il faut, regarder les choses de manière extrêmement pragmatique. Quand on regarde aujourd'hui, d'abord quand on regarde aujourd'hui la composition de la population, et notamment les générations qui viennent, malheureusement, les métiers ouvriers, avec la désindustrialisation de la France, on a plutôt aujourd'hui des emplois de service. Très nombreux. On a beaucoup, à mon sens, aujourd'hui, à s'occuper de toutes les femmes élevant seules leurs enfants. Et de donner vraiment de l'accès aux enfants dès leur plus jeune âge à des institutions scolaires de qualité qui leur permettent vraiment de se réaliser. Et ça, moi, je suis la première à militer pour ça. C'est pour ça que je pense qu'il faut prendre les choses de manière très pragmatique dès le plus jeune âge et accompagner, mettre une vraie priorité sur ces femmes. La plupart du temps, c'est des femmes. Hein, ouais. et moi, il y en a beaucoup qui ont charge de famille et qui en même temps travaillent. Et puis, je crois, moi, profondément, les grandes écoles, c'est une chose. Ça n'est absolument pas l'alpha et l'oméga du système de formation. Absolument. Oui. C'est d'ailleurs une vision en France qui nous enferme, qui pratiquement ferme l'horizon en se disant si vous n'êtes pas dans la bonne voie à 18 ans, c'est fini. C'est pas vrai. Et d'ailleurs, c'est en ça que le sondage qu'on a vu est très intéressant. Il faut qu'on fasse exactement ce que font très bien les pays du nord de l'Europe. Moi, je suis aussi très active en Allemagne. Où en Allemagne, pour être infirmier, vous commencez comme alternant aide-soignant, c'est obligatoire. Vous passez votre diplôme d'aide-soignant, vous devenez infirmier et vous avez ensuite un accès, au bout de 10 ans d'exercice, à la fac de médecine, sans concours. D'accord. Donc, on a un dispositif de fluidité dans une voie, dans un type d'exercice qu'on s'est choisi, qui est beaucoup plus large. Je ne vous dis pas que 100% des infirmiers vont devenir médecins, d'ailleurs, ce n'est pas ce qu'ils souhaitent, mais c'est simplement cette voie, elle existe, et à 25, 30 ans, vous pouvez vous réinterroger sur ce que vous avez envie de faire, et on va trouver un moyen de vous financer cela. D'accord. Et c'est pour ça que je pense vraiment, je reviens sur le fait qu'on a une chance historique après cette crise majeure, de vraiment d'embrasser largement toutes les formes d'alternance, celles des jeunes, des moins de 30 ans, celles des plus vieux, parce que je pense qu'il faut vraiment qu'on promeuve l'alternance tout au long de la vie, parce que, comme l'a dit Jacques, avec les exemples des métiers de la grande distribution, ce qui nous attend dans les années qui viennent, c'est effectivement probablement plus de caissières ou de caissiers. Ce sont des métiers qui vont disparaître et il faut vraiment qu'on puisse anticiper de manière très sereine quelles sont les nouvelles voies de développement. Jacques Ressel, vous, l'alternance, la formation, on a vu, c'est très important. Vous ouvrez ce portail. Est-ce que diriez-vous que justement la réforme de la formation, de l'apprentissage, est-ce qu'il y a un déblocage qui s'est fait un peu dans la tête des Français par rapport à ce type de contrat, au lieu de suivre un cursus universitaire, de comprendre que la formation rapide, c'est aussi ce qui peut permettre d'attraper l'ascenseur social? Oui, il y a incontestablement une évolution de ce côté-là. Il y a aussi, il faut bien le dire, en 2020, une vraie politique de l'État en faveur des jeunes, de l'emploi des jeunes, et qui a marché de manière absolument formidable. À partir du moment où vous boostez tout ce qui est contrat de professionnalisation, apprentissage, les aides à l'embauche des jeunes, ça marche. Et donc, s'il y a bien une politique publique qui marche de manière absolument extraordinaire, c'est celle-là. Puis après, il faut qu'on s'organise, c'est le rôle de nos fédérations, de nos entreprises, pour faire en sorte qu'on ait des mécanismes qui marchent le mieux possible. Nous, par exemple, on a mis en place depuis longtemps des systèmes de licence professionnelle, de maîtrise professionnelle qui permettent d'accéder par l'alternance à des qualifications et surtout des postes de responsabilité dans nos entreprises. C'est ça, il faut donner de l'espoir. Si vous donnez de l'espoir et qu'en même temps vous avez une vraie politique publique par derrière, ça marche. C'est pas très compliqué. Il y a combien d'offres d'emploi qui ne sont pas pourvues chez vous dans votre secteur? Très peu. Très peu. On n'a pas, d'offres d'emploi non pourvues. Non, globalement, on n'a pas on trouve les emplois que l'on souhaite, mais avec une évolution récente un tout petit peu quand même plus inquiétante. On le voit depuis 1 an ou 2, y compris dans des zones qui jusqu'à maintenant étaient plutôt préservées de ce genre de problème, c'est-à-dire des zones plus rurales, où on commence à avoir des difficultés à trouver des salariés,
y compris à trouver des étudiants, des jeunes. Alors naturellement, tout ça a été très perturbé par les ouvertures, fermetures de magasins, de rayons, mais on voit quand même une évolution un peu négative. D'accord, on a compris. Mayati, peut-être pour conclure, chez vous, donc à la Fédération bancaire, dans les banques françaises, qu'est-ce qu'il faudrait pour débloquer en fait cet ascenseur social? Sophie Boissard a expliqué ce qu'il faudrait. L'exemple qu'elle nous a donné aussi est assez frappant de voir le nombre de demandes qui ne peuvent pas être abouties. Qu'est-ce qu'il faudrait peut-être dans les services et dans la banque? Oui, alors je dirais on n'est pas spécialement revendicatif sur ce point, sinon sur le fait de vraiment donner aux apprentis à plus de Bac+3 les mêmes aides qu'aux autres. Voilà, c'est vrai que souvent on priorise en disant voilà les Bac+3 sont plus fragiles, etc. En réalité, un apprenti Bac+5, il est aussi souvent, il a ce besoin d'être aidé, de bénéficier des mêmes dispositifs. Donc ça, c'est très important. Pour le reste, l'essentiel de l'effort, on le fait. Les entreprises le font. Elles jouent leur rôle et elles en sont, je dirais, elles y sont extrêmement attachées. Et tous les salariés y sont attachés en disant l'ascenseur social, c'est des efforts conscients, engagés, continus. C'est-à-dire qu'il faut vraiment les porter et faire témoigner et vraiment donner envie aux futurs, aux enfants et aux petits-enfants, eux aussi, de s'accrocher et d'y aller. Merci beaucoup Mayatik. Merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous. Évidemment, c'est un thème qu'on aurait pu développer encore pendant de longues heures sans forcément trouver la solution, mais au moins ça fait progresser notre réflexion. Et peut-être l'efficacité au coin de la rue, c'est ce que nous disait tout à l'heure Geoffroy Roux de Bézieux. Ce que je vous propose, merci encore une fois. Ce que je vous propose maintenant, c'est un autre témoignage. C'est la DRH d'Amazon qui va être avec nous, Anne-Marie Husser. On voit bien que Amazon a été au cœur du confinement pour beaucoup d'entre nous, beaucoup de Français. Et en même temps, il y a toujours une image un peu, les conditions de travail sont difficiles. Et pourtant, l'ascenseur social, il existe, vous allez voir.